Il y a des moments où on a plus ou moins peur, des moments où l'adrénaline prend le dessus. Après, oui, c'est arrivé à quelques moments où j'ai vraiment cru que c'était la fin. Et puis, en fait, pour des raisons qu'on ne comprend pas, bah, on arrive par exemple à s'échapper de la pièce où on était coincé sous les balles. Et puis, on a quelques minutes de répit et on court en espérant que ça va aller. Puis, ça passe, quoi. J'étais étudiant en histoire, je venais de terminer mon master d'histoire, étudiant parisien, lambda. C'était pendant la bataille de Kobané, donc fin 2014, qui a été assez médiatisée en France. Les combattants du groupe État islamique poursuivent leur avancée dans la ville syrienne de Kobané, également connue sous son nom arabe Ain al-Arab. Aidés par les frappes aériennes de la coalition, les combattants kurdes y affrontent les djihadistes sans répit. J'ai découvert les Kurdes et le YPG lors de leur résistance contre l'État islamique pendant cette bataille de Kobané. Et comme tout le monde, j'étais impressionné par leur courage puisqu'ils résistaient dans une ville dont tous les observateurs prédisaient qu'elle allait tomber. Ensuite, je me suis renseigné sur qui ils étaient et j'ai découvert que leur combat, c'était pas simplement un combat contre l'État islamique ou pour leur terre, mais qu'il y avait un véritable projet révolutionnaire derrière. Et comme j'étais militant communiste depuis de longue date déjà à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce projet révolutionnaire des Kurdes était largement compatible avec la façon dont je voulais voir la société changer. J'ai tout de suite su à quoi il fallait que je me prépare et quelques mois plus tard, je suis parti et je les ai rejoints. J'avais 24 ans quand je suis parti la première fois, oui, à l'été 2015. J'ai fait escale à Istanbul, mais j'y suis pas resté. Ensuite, j'ai rejoint la ville de Souleymaniye, qui se trouve au Kurdistan irakien. Et là, dès ma sortie de l'aéroport, une voiture est venue me chercher. Il y avait 3 autres volontaires étrangers du YPG à l'intérieur. On a fait voilà, un voyage de 11 heures en changeant plusieurs fois de véhicule, jusqu'à ce qu'on finisse par arriver à la frontière avec le Rojava. Et là, on a été pris en charge par des combattants du YPG et amené dans un camp d'entraînement où ensuite j'ai passé 3 semaines. J'ai été immergé là-dedans progressivement. Le premier front sur lequel je suis allé était calme. J'étais bien plus angoissé en arrivant, en imaginant ce qui allait se passer qu'en y étant. C'était sur les rives de l'Euphrate, en face de la ville de Jarabulus, qui était à ce moment-là occupée par l'État islamique. Notre tâche à cet endroit-là, ça consistait essentiellement à faire des tours de garde pour sécuriser cet endroit. Après quelques semaines passées sur ce front, j'ai décidé de changer d'unité pour rejoindre le bataillon international de libération, qui est une unité composée de Turcs, communistes et anarchistes, et de volontaires occidentaux du YPG, qui sont du même bord politique. Et cette unité, elle avait l'ambition de... elle s'inspirait des brigades internationales de la guerre civile espagnole. Le quotidien, c'est très variable. Clairement, sur les 15 mois que j'ai passé là-bas, c'était pas 15 mois de combat, loin de là. Il y a différentes phases. Quand on est sur le front, en défense, c'est plus calme que quand on participe à des offensives. Ça dépend des portions du front, mais globalement, c'est ça. Il y a aussi, oui, l'attente, effectivement, qui est extrêmement présente, avec un ennui qui est parfois difficile à supporter. Et ensuite, il y a les combats, notamment quand j'ai participé à la campagne de Raqqa, où là, c'était plusieurs mois de combats non-stop. Mais les 15 mois que j'ai passés sur place, pris dans leur totalité, il y avait quand même bien plus d'heures de garde ou de travail, par exemple, pour construire des positions défensives, remplir des sacs de sable. Le quotidien, c'était bien plus ça que les combats, quoi. Les combattants de Daesh savaient qu'on était là, nous, volontaires étrangers du YPG, et c'est certain que s'ils le pouvaient, ils nous ciblaient en priorité. Ça ne crée pas d'appréhension supplémentaire. De toute façon, quand on s'engage dans le combat contre Daesh, on sait qu'à aucun prix on doit être capturé vivant, puisqu'ils font suffisamment de publicité autour de leurs crimes, de leurs exécutions. Donc on avait tous conscience qu'il n'y avait pas moyen qu'on se fasse attraper vivant, et on gardait tous 1 ou 2 balles dans la poche de notre chemise pour nous,
au cas où on se retrouve encerclé et de garder la dernière balle pour nous. En s'engageant, en prenant les armes pour servir cette révolution, ça implique d'accepter de sacrifier sa vie si nécessaire. Donc ça, on y était tous préparés. Ouais. En tant que volontaire étranger du YPG, on s'engage par écrit à rester 6 mois. Donc on s'enrôle pour 6 mois. Ensuite, on peut faire le choix de rester davantage ou de rentrer chez soi. Lors de mon premier séjour, j'ai dû rentrer parce que j'avais un proche qui était malade. Et donc, comme j'avais fait 9 mois au lieu de 6, j'ai décidé de rentrer. Et je me doutais que j'allais y retourner un moment ou un autre. Et ensuite, il y a eu la bataille de Manbij à l'été 2016. En Syrie, les forces anti-djihadistes sont entrées pour la première fois à Manbij. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, de violents combats de rue opposent les combattants arabo-kurdes, soutenus par la coalition internationale, à ceux du groupe État islamique. Et là, j'ai vu beaucoup de mes camarades que j'avais côtoyés pendant plusieurs mois. J'ai vu qu'ils étaient tombés au combat lors de cette bataille. C'est ça qui m'a poussé à vouloir y retourner. J'ai d'abord été arrêté par la police française et accusé de lien avec l'émanation d'un groupe terroriste. Et il m'accusait aussi de vouloir utiliser mon expérience militaire pour porter atteinte aux intérêts français. Tout ça sans aucune preuve. Et donc il a fallu 5 mois de bataille juridique pour que je puisse récupérer ma carte d'identité et mon passeport qui m'avait confisqué et que je puisse retourner au Rojava pour participer à la bataille de Raqqa. Il y a différents moments qui m'ont beaucoup marqué, notamment la libération de Raqqa en octobre, à la mi-octobre 2017, où ensuite on a vu à la télévision, on revenait du front, et puis on a vu à la télévision qu'il y avait des célébrations à travers tout le Rojava pour fêter la libération de la capitale syrienne du califat de Daesh. Ça, c'était un souvenir fort et aussi, je me souviens qu'au début 2016, on libérait des villages dans les environs de la ville de Shedadeh. On est rentré dans un village qui, sans combattre, les combattants de l'État islamique s'étaient retirés de ce village 30 minutes avant environ. J'ai pu assister de loin juste à la rencontre entre des combattantes kurdes et des femmes qui retiraient tout juste leur voile intégral et qui, une demi-heure avant, vivaient sous le joug de l'État islamique. Et elles ne se sont pas parlé à ce moment-là, mais dans le regard des civils, j'ai pu voir à quel point elles regardaient les combattantes kurdes qu'ils avaient libérées avec admiration. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de ce que faisaient les Kurdes et de la force de ce symbole, notamment au Moyen-Orient, d'avoir des femmes libres et qui se libèrent les armes à la main. Et ça, c'était un moment extrêmement fort. Ouais. Et il y a aussi des souvenirs aussi, c'est certain, qui sont des souvenirs sombres et j'ai été témoin directement des exactions commises par l'État islamique. Dans la ville de Shedadeh, quand on a libéré la ville, quand on l'a fouillée pour y retirer les mines qui y étaient, on a découvert un lieu de détention des esclaves sexuels de Daesh où il y avait des chaînes, des paires de menottes, des préservatifs au sol. Un peu avant, pendant la libération de la ville, on est rentré dans un village et puis on s'était rendu compte que les combattants de l'État islamique avaient exécuté tous les civils du village, sauf les personnes âgées. Ça, c'est aussi des souvenirs extrêmement marquants, évidemment. Il y a des moments où on a plus ou moins peur, des moments où l'adrénaline prend le dessus. Après, oui, c'est arrivé à quelques moments où j'ai vraiment cru que c'était la fin. Et puis, en fait, pour des raisons qu'on ne comprend pas, on arrive par exemple à s'échapper de la pièce où on était coincé sous les balles. Et puis, on a quelques minutes de répit. Et voilà, on court en espérant que ça va aller. Et puis, ça passe, quoi. Pendant la bataille de Raqqa, on était
J'étais dans un immeuble qui était situé à un carrefour stratégique dans le centre de Raqqa, entre les quartiers nord et le stade. On se relayait à cette place pour empêcher les combattants islamiques de l'État islamique de circuler sur cet axe. Et alors que j'étais en position en train d'observer les environs, j'étais pris pour cible par un combattant de Daesh qui avait une arme lourde, et puis à ce moment-là, c'est vrai que j'avais rien d'autre à faire à part m'aplatir le plus possible et attendre que ça passe. À la fin de la bataille de Raqqa, ensuite, j'ai participé à l'offensive d'après, qui était l'offensive dans la province de Deir ez-Zor. Bon, où par les circonstances ont fait que j'y ai pas fait grand-chose. Voilà, je suis arrivé à un moment où c'était calme, où j'ai rien eu à faire, mais je sentais voilà, que j'avais tendance à perdre patience plus vite. Je sentais que je présentais des signes d'usure, quoi. Donc j'ai regardé les choses en face, je me suis dit que c'était le moment de rentrer, tout simplement. L'appareil policier, notamment la DGSI, nous considère comme dangereux. On a pu le voir il y a quelques mois dans un article de Mediapart qui est sorti au sujet des volontaires étrangers du YPG, où là, en fait, c'est exactement la même méthode qui m'avait été appliquée pour me retirer mon passeport, qui a été appliquée là, dans cet article de Mediapart, qui déroulait le tapis rouge à l'argumentaire du ministère de l'Intérieur. Et en fait, c'est des suppositions accusées sans preuve pour susciter la peur, tout simplement. Ils nous utilisent pour susciter la peur. Je sais que je suis fiché S parce qu'à la suite de la procédure qu'ils m'ont appliquée de retrait de passeport, quand j'ai vu aussi l'ampleur des surveillances dont je faisais l'objet à ce moment-là, c'est en lisant l'argumentaire du ministère de l'Intérieur avant l'audience au tribunal, je me suis vraiment rendu compte qu'ils avaient surveillé mes conversations téléphoniques, email, compte en banque. Je sais que je fais toujours l'objet d'une surveillance. Ensuite, le degré de cette surveillance, je ne le connais pas. Ma façon de militer depuis que je suis revenu en France, ça a été d'abord l'écriture de mon livre jusqu'à Raqqa, puisque quand je suis parti de là-bas, le commandant qui était responsable des volontaires internationaux du YPG, il m'a dit ce qu'il nous a dit à tous, que quand vous rentrez chez vous, vous devez parler de ce que vous avez appris, de ce que vous avez vu avec nous. Et je me souviens qu'il m'a dit cette phrase, la vérité suffit, et témoigne de ça. Et c'est ce que j'ai fait par ce livre, et ensuite, en utilisant ce livre comme un moyen d'avoir accès aux médias, de faire parler de la cause. Et maintenant, je milite aussi à travers le collectif, le CCFR, le collectif qu'on a créé, un collectif de combattants francophones du Rojava, où on est une quinzaine d'anciens combattants, essentiellement français, aussi un camarade belge, quelques camarades québécois. On parle de ce qui se passe là-bas, on explique l'importance de pourquoi est-ce que on doit soutenir en tant que Français, on doit soutenir ce qui se passe au Rojava, en quoi ça nous concerne aussi. Vu la situation du Rojava, l'invasion turque et le chaos que ça a créé, il y a déjà un certain nombre de prisonniers djihadistes qui se sont échappés de prison, un certain nombre de membres de leur famille qui sont aussi extrêmement dangereux. Et il y a un risque aujourd'hui qui se retrouve dans la nature en profitant du chaos créé par l'invasion turque. Et ça nous concerne directement. Ce qui se passe au Rojava concerne tous les Français parce que c'est aussi leur sécurité qui est en jeu. On n'a pas d'autres expériences révolutionnaires aussi abouties dans le monde. Donc pour nous, c'est notre premier devoir en tant que militants, c'est de tout faire ici pour aider le Rojava et notamment participer aux manifestations de soutien au Rojava, organiser des collectes de fonds, organiser des réunions publiques sur le Rojava pour informer, en parler aussi à son entourage, à ses collègues, à ses amis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que chacun de nous fasse et pour moi, c'est notre devoir de militants révolutionnaires notamment de faire ça.